Voici l'apparence actuelle de l'aéroport de Bilaya, un objectif stratégique ennemi. Aviation. C'est vraiment... C'est une rétribution historique, et la plus massive, la plus vaste attaque sur le territoire de la Russie dans toute l'histoire de cette guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine a massivement éliminé l'aviation stratégique russe dans les profondeurs de l'arrière ennemi. À la suite de cela, 4 aérodromes ont été attaqués, et des dizaines d'avions stratégiques ont été détruits. Il est particulièrement révélateur que l'aérodrome attaqué le plus éloigné de la frontière avec l'Ukraine se trouve en Sibérie, soit à plus de 4000 km de notre pays. Et cela montre que tout le renseignement russe, toute la machine militaire russe, a reçu aujourd'hui une gifle assez sérieuse. Et cela a montré qu'elle est incapable de faire face à de tels défis que l'Ukraine lui pose désormais. Et, comme l'a déclaré aujourd'hui le chef du service de sécurité ukrainien, Maliuk, vous ne comprenez même pas encore à qui vous avez réellement affaire. Ensuite, il a cité Lina Kostenko. Et dans cette émission, nous allons discuter avec vous, non seulement de la façon dont cette opération s'est déroulée, mais aussi d'une opération spéciale unique par son ampleur et son exécution, appelée toile d'araignée. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Quels aérodromes russes ont été attaqués? Combien d'avions stratégiques ont été détruits? Qui a organisé cette opération d'envergure? Comment l'Ukraine a-t-elle pu obtenir de tels résultats retentissants? Comment cela va-t-il affecter l'économie de la Russie? Car cela a déjà un impact sur l'économie. Comment cela va-t-il influencer la capacité des Russes à attaquer l'Ukraine avec des missiles de croisière? Et avant que nous passions à une discussion approfondie de cette opération spéciale, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne s'est pas limitée aux aérodromes. Parce qu'aujourd'hui, des explosions ont retenti dans une autre ville russe. Elle s'appelle Severomorsk, et il est significatif que c'est précisément dans cette ville que se trouve la base des sous-marins nucléaires. Mais en réalité, l'attaque d'aujourd'hui fait de la Russie un État sans armes nucléaires. Parce que tout était précisément ciblé sur les moyens capables de transporter des armes nucléaires. Et dans cet épisode, nous allons discuter à la fois de l'aspect militaire, politique et économique. Alors prenez place, comme on dit. Installez-vous confortablement. Nous passons à l'essentiel. Je suis Alexei Petchi. Aujourd'hui, le 1er juin, est une journée historique, sans exagérer. Et ensuite, nous allons tout voir dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo, et surtout d'écrire n'importe quel commentaire, pour que les algorithmes mettent en avant cet épisode, et que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent le voir. En outre, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent. La guerre a commencé chez nous, à Lenigorsk. Là-bas, on ne voit pas très bien, probablement à cause de... Cette forêt... de la fumée célèbre. Le plus intéressant est que le camion est arrêté au passage à niveau vers Volenigorsk. Le chauffeur, arrivé sur place, court partout, perdu face à un mur. Des drones sortent du camion et s'envolent. Bien. Maintenant, discutons de tout dans l'ordre pour clarifier les choses. Le 1er juin, le service de sécurité de l'Ukraine a simultanément frappé 4 aérodromes militaires russes. Ils se trouvent en plein cœur de l'arrière, à plusieurs centaines, et dans certains cas, à des milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne. En particulier, les aérodromes suivants ont été touchés. L'aérodrome Belaya, dans la région d'Irkoutsk, Olenia, dans la région de Mourmansk, Diaghilevo, dans la région de Ryazan, et Ivanovo, respectivement dans la région d'Ivanovo. Ici, il est révélateur que la Russie, je le souligne tout de suite, a confirmé aujourd'hui les frappes de drones sur les aérodromes, mais a inventé la riposte à au moins 3 attaques. Aujourd'hui, le ministère de la Défense russe a déclaré que les aérodromes avaient été frappés par des drones First Person View cependant. Les Russes ont affirmé qu'ils avaient réussi à repousser toutes les attaques sur 3 d'entre eux. Le ministère russe de la Défense a annoncé que des drones First Person View ont attaqué aujourd'hui des aérodromes dans les régions de Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Ryazan et Amour. Sur les aérodromes militaires de ces régions mentionnées, toutes les attaques terroristes ont été repoussées.
en particulier dans les régions d'Ivanovo, de Ryazan et d'Amour. Dans le même temps, les Russes ont indiqué que dans les régions de Mourmansk et d'Irkoutsk, à la suite du lancement de drones First Person View depuis un territoire situé à proximité immédiate des aérodromes, il y a simplement eu l'embrasement de plusieurs unités de matériel aéronautique. Selon le ministère de la Défense russe, l'incendie étant maîtrisé sans victimes parmi les militaires et civils, certains terroristes ont été arrêtés. Mais j'attire votre attention sur la déclaration du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, selon laquelle, soi-disant, simplement, plusieurs avions ont pris feu. Regardez la vidéo pour voir comment ces avions ont pris feu, et comment l'incendie a été maîtrisé. Sous-titres. Créer suite. Cette opération spéciale unique a reçu le nom de toile d'araignée. À l'heure actuelle, on sait qu'au moins 41 avions, des types Tu-95, Tu-22 Me-3, ainsi que A-50, ont été touchés. Il est bien sûr difficile d'évaluer les dégâts finaux pour le moment, car il semble que cette opération spéciale ne soit pas encore terminée, parce que des attaques sont encore en cours et de nouvelles sont en préparation. Et selon les informations officielles du service de sécurité d'Ukraine publiées déjà ce soir, ils ont déclaré que l'attaque de drones d'aujourd'hui a touché 34% de tous les avions stratégiques dont dispose la Russie. Les dommages approximatifs pourraient s'élever à 7 milliards de dollars. Il est crucial de souligner non seulement les 7 milliards de dollars, mais aussi le fait que la production des Tu-95 et Tu-22 a cessé depuis longtemps. Il est donc impossible de compenser ces pertes. C'est, sans exagération, un préjudice très sérieux pour le potentiel stratégique, causé à la fois par de graves erreurs dans le secteur des services spéciaux russes et par une attitude négligente envers la technologie aéronautique. Heureusement, malgré les attaques, elle était à découvert, sans protection. Il y a quelques jours, des informations ont révélé que les Russes avaient décidé de transférer massivement leurs avions de l'aviation stratégique sur l'aérodrome d'Olenia, pour une raison inconnue. Et maintenant, il est rapporté que beaucoup d'entre eux étaient déjà équipés de missiles Kh-101, apparemment pour lancer ces missiles contre l'Ukraine dans un avenir proche. Mais les services spéciaux russes se sont trompés dans leurs calculs. Ils ne s'attendaient pas à une attaque contre cet aérodrome où ils ont envoyé leur aviation stratégique. Heureusement pour nous, il y en avait vraiment beaucoup là-bas. On continue. Que sait-on de la première attaque contre l'aérodrome Beloï en Sibérie? Des images montrant de la fumée près de l'aérodrome Beloï en Irkoutsk sont apparues sur internet. Et il est important de noter qu'il se trouve à plus de 4000 km de la frontière avec l'Ukraine, c'est-à-dire au cœur de la Sibérie profonde. Et les Russes eux-mêmes reconnaissent déjà que c'est probablement le premier cas depuis la Seconde Guerre mondiale, où quelque chose atteint même cette région. Et il est rapporté que plusieurs avions de l'aviation stratégique ont pris feu sur cet aérodrome. Et sur cette vidéo qui est apparue plus tard sur internet, on entend également la voix du chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassili Maliuk, qui commande justement cet incendie. Voilà comment se présente l'aérodrome de Belaya et l'aviation stratégique armée. Plus tard, le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Ivan Kobzev, a seulement confirmé l'attaque de drones contre une unité militaire dans le village de Sredny et le largage sur un bâtiment à Novomaltinsk, dans le district d'Oussolsk. Il a également appelé les Russes à ne pas propager de vagues de désinformation. Il affirme qu'il n'y a pas lieu de paniquer malgré la chute de quelques drones. Il assure que les aérodromes sont calmes et qu'il n'y a pas d'incendie. Cependant,
Au moment où ce Kobzev racontait ces absurdités, des vidéos de l'attaque contre la base Belaya étaient déjà apparues sur les réseaux russes. Bien qu'il fût presque impossible de dissimuler ce fait, les responsables russes persistaient à affirmer que tout était sous contrôle. Sur cet aérodrome en Sibérie sont basés des bombardiers Tu-22, M3, qui sont impliqués dans les attaques de missiles contre l'Ukraine. Et, comme il s'est avéré, l'incident sur l'aérodrome Beloï est devenu le premier depuis le début de la guerre à grande échelle, lorsque des drones ont attaqué des cibles en Sibérie. Ensuite, nous passons à l'aérodrome Olenia dans la région de Mourmansk. Il se trouve à près de 2000 km de l'Ukraine, et d'ailleurs, il n'a pas été attaqué pour la première fois. Sur cette base sont stationnés des bombardiers stratégiques Tu-22 M3 et Tu-95 S. Selon les informations officielles qui sont déjà apparues, environ une centaine d'unités d'aviation étaient sous attaque, et tous les 4 appareils Tu-95 MS sur cet aérodrome ont été détruits. De plus, selon les informations des sources, une partie de ces avions était déjà chargée de missiles Kh-101 pour de prochaines attaques contre l'Ukraine. Les médias russes écrivent que les civils se sont déjà vus interdire de quitter Olenegorsk. Et probablement, ils contrôlent tous les camions, poids lourds et bus. Autrement dit, une véritable chasse à l'homme y a déjà commencé. De plus, nous reviendrons un peu plus tard sur le chauffeur du camion depuis lequel ces drones ont été lancés. Il a été arrêté et les images montrent qu'il a été étouffé. C'est ainsi que fonctionne le maintien de l'ordre en Russie. En ce qui concerne les aérodromes Diaghilevo et Ivanovo, l'aérodrome Diaghilevo à Ryazan se trouve à 500 km de la frontière ukrainienne. Il accueille également des avions de l'aviation stratégique, des Tu-22, des M3 et des Tu-95. L'aérodrome Diaghilevo est l'un des sites clés de l'aviation stratégique russe. Et voici que le gouverneur de la région de Ryazan, Pavel Malkov, n'a confirmé qu'une prétendue attaque terroriste contre la région et a déclaré qu'un toit d'immeuble d'habitation avait été endommagé. Selon lui, il n'y a pas eu de victimes. Malgré les déclarations du fonctionnaire russe, des photos et des vidéos du lieu des impacts dans la zone de l'aérodrome sont déjà apparues sur les chaînes Telegram. Et on peut voir qu'il y a, comme le disent les Russes, de la fumée. L'aérodrome Ivanovo-Severny se trouve à environ 700 km de la frontière ukrainienne. Il abrite le centre d'entraînement au combat et de recyclage du personnel navigant de l'aviation de transport militaire, ainsi que le régiment Il-76. On sait déjà qu'une attaque a été menée contre cet aérodrome en mai, en utilisant des drones chargés d'explosifs. Les cibles de l'attaque devaient être des avions de détection et de contrôle à longue portée A-50. En conséquence, il est tout à fait possible que des appareils de ce même type de détection radar s'y trouvaient encore aujourd'hui. En conséquence, nous ne pouvons pour l'instant que supposer que les appareils A-50 ont également pu être endommagés. Eh bien, du moins pour l'instant, je n'ai pas d'informations confirmant cela. À l'heure actuelle, il n'y a pas de commentaires du côté russe concernant l'attaque contre cet aérodrome, et dans les rapports russes, ce site n'est pas encore mentionné non plus. Avant d'aborder la question de savoir comment l'Ukraine a réussi à mener une telle opération historique, Pautina, que pensez-vous ? Je tiens à souligner que les correspondants militaires russes ZET ont déjà qualifié cette journée de Pearl Harbor russe. C'est donc une référence à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment le cas. Et vous savez, jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à croire qu'il était vraiment possible de mener une opération spéciale d'une telle ampleur dans l'arrière-pays, au plus profond de la Fédération de Russie. Et beaucoup d'observateurs disent maintenant, écoutez, c'est de la science-fiction, parce que la façon dont cela s'est produit, c'est tout simplement le summum de l'art de mener des opérations spéciales. Le fait est que la particularité unique de l'opération spéciale Pautina réside dans le fait que les aérodromes stratégiques de la Fédération de Russie ont été attaqués par des drones, non pas depuis le territoire ukrainien, mais depuis le territoire russe. Dès le début, les médias russes ont commencé à publier des vidéos montrant que les drones étaient lancés depuis des camions garés non loin des cibles. Eh ben putain, jusqu'où la technologie est-elle allée ?
Et pourquoi on bosse encore au volant, bordel? Il vaudrait mieux piloter des camions télécommandés par drone. Et tout ça, il suffit qu'un flic le renverse, tu te rends compte, ou qu'un bug du système arrive. Il s'avère qu'il y avait une file d'attente pour eux, et qu'on les commande en ligne. Les flics, ils ont raté leur coup, mais il y en a encore un qui s'est précipité là-bas dans cette bagarre. Et en général, il y a déjà beaucoup de vidéos sur internet montrant des camions et des poids lourds garés, et des drones qui en sortent tout simplement. Les gens autour ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Ces drones sortent tranquillement de ces camions, et partent attaquer des aérodromes. Cela est confirmé par le fait que les frappes ont été menées très rapidement dans la zone de ces aérodromes. Ils n'avaient même pas le temps d'alerter. En conséquence, un drone a décollé juste à côté, a volé un peu là-bas. La distance ne prend littéralement que quelques minutes. Il a attaqué un avion, puis un autre, et nous voyons ce qui s'est finalement passé. En fait, l'adversaire n'avait même pas la moindre chance de se préparer aux frappes et de sauver ses précieux avions. Une fois de plus, c'est une erreur de calcul énorme des services spéciaux et du renseignement russe. Cela révèle la fragilité réelle de l'armée russe, comparable à du carton. Comme il est devenu connu plus tard, l'opération Pautina a été préparée pendant plus d'1 an et demi. Son déroulement a été personnellement contrôlé par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le plan a été mis en œuvre par le chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassili Maliuk, ainsi que par l'équipe du service de sécurité. Eh bien, comme vous le savez, plus tard est apparue une photo intéressante où Vassili Maliuk est penché au-dessus de la carte de ces mêmes aérodromes qui ont été attaqués aujourd'hui. L'opération était extrêmement complexe d'un point de vue logistique. Tout d'abord, le service de sécurité de l'Ukraine a fait passer en Russie des drones First Person View. Puis il y a également envoyé ces petites maisons en bois mobile. Je pense que vous les avez déjà tous vues. C'est une histoire courante sur les logements temporaires. Plus tard, déjà sur le territoire ennemi russe. Ces drones étaient cachés sous le toit de ces petites maisons, qui étaient vraiment déjà placées sur des camions pour être transportés vers un point précis. Au moment voulu, ces petites maisons ont été ouvertes à distance, et les drones sont partis détruire l'aviation stratégique. Il est également souligné séparément que les personnes ayant participé à l'opération spéciale historique se trouvent en Ukraine depuis longtemps. Par conséquent, la Russie ne cherchera pas à capturer tous ceux qui s'y trouvent en ce moment. Il dira « Voilà, nous avons attrapé ces saboteurs, mais ce ne seront que des boucs émissaires. » Eh bien, ici aussi, je voudrais vous citer un témoin oculaire de la façon dont ces drones ont décollé directement depuis un camion. Dans la vidéo, il crie que le camion est garé à Olenegorsk. À la station-service, le chauffeur agité est arrivé en courant partout, malgré un mur devant lui. Depuis le camion, des drones s'envolent et partent en direction de Vissokoye. Là-bas, les policiers l'ont arrêté. Il raconte qu'on lui a donné un point, demandé de venir ici où il serait accueilli. À son arrivée, les drones décollent successivement. En ce moment, c'est comme ça. Il y a eu une fusillade. D'autres témoins le confirment aussi dans leurs vidéos. Les médias russes confirment aussi l'arrestation du chauffeur du camion, qui semblait ignorer le contenu de son chargement. Il croyait seulement transporter des maisons mobiles. Il n'aurait même pas pu imaginer que ce sont justement ces fameux drones qui étaient réellement cachés là-dedans. Bon, je ne vais pas montrer ça dans cet épisode, mais une photo est déjà apparue sur internet où les forces de l'ordre russes ont simplement arrêté ce chauffeur et l'ont étouffé. Voilà, bon. Il savait. Il ne savait pas. Là, la question reste ouverte. Très probablement, bien sûr, il ne savait pas ce qui se passait réellement. Et en effet, c'était comme avec le camion qui a explosé sur le pont de Crimée. Voilà. C'est une histoire très similaire, presque identique. Pendant ce temps, sur internet, on signale déjà une frappe sur le 5e aérodrome à Voskresensk, dans la région de Moscou. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est encore difficile de faire le bilan du nombre de cibles touchées, car il semble que cette opération spéciale va encore se poursuivre. On ne sait pas encore si cette attaque à Voskresensk a un lien avec l'opération spéciale ukrainienne, Pautina, mais cela reste néanmoins une nouvelle frappe. Le même jour, dans le contexte de l'attaque ukrainienne, des informations sont apparues, selon lesquelles une réunion d'urgence se tenait au Kremlin. Et les médias de propagande effraient déjà en affirmant qu'une décision pourrait être prise concernant l'utilisation d'un missile balistique à moyenne portée. Oreknik. Eh bien, il est évident que maintenant, les Russes, dans les commentaires juste sous cette émission, vont, je le prédis directement, commencer à crier « Voilà, la riposte va arriver, maintenant, Oreknik sur Kiev, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Mais officiellement, il n'est pour l'instant annoncé
que le dictateur russe Vladimir Poutine réunira son Conseil de sécurité la semaine prochaine. En ce qui concerne les conséquences politiques possibles, il est difficile ici de prévoir la réaction des Russes, car pour le moment, il est clair qu'au minimum, rien n'a été perturbé. Rencontre entre les délégations ukrainiennes et russes le 2 juin à Istanbul, Turquie. Il est rapporté que la partie russe est déjà partie pour les négociations de demain. Le président Zelensky a annoncé que le ministre de la Défense, Rostem Umerov, dirigera à nouveau la délégation ukrainienne. Des blagues circulent déjà, disant que la délégation ukrainienne peut maintenant dire à la partie russe « Acceptez un cessez-le-feu maintenant, sinon la prochaine fois sera pire ». Il n'y aura pas 4 aérodromes, mais 6. C'est une référence à la menace de Medinsky, lors des négociations précédentes. Nous n'occuperons pas 4 régions, mais 6 régions. Si vous n'acceptez pas la capitulation maintenant. Mais ce n'est pas tout. Politiquement, nous y reviendrons. Je veux seulement ajouter qu'aujourd'hui, les attaques contre la Russie ne se sont pas arrêtées. Le fait est qu'à Severomorsk, dans la région de Mourmansk en Russie, une autre forte explosion a retenti sur un site où sont stationnés des sous-marins nucléaires de la Fédération de Russie. Comme l'écrit la chaîne Astra, les chaînes Telegram rapportent une forte explosion à Severomorsk, dans la région de Mourmansk. Dans cette ville se trouve la plus grande base de sous-marins nucléaires russes. Les informations sont en cours de clarification. Je précise ici qu'il s'agit de la principale base navale de la flotte du nord de la Russie. Un peu plus tard, le chef de Severomorsk, Vladimir Evmenkov, a commencé à nier qu'il y ait eu des explosions dans la ville. Selon lui, cette information est inexacte. Selon lui, à l'heure actuelle, la situation est stable et aucune menace n'a été constatée. Ne cédez pas à la panique et faites confiance uniquement aux sources d'informations vérifiées. Eh bien, je rappelle que les gouverneurs des autres régions, où il y a eu aujourd'hui des attaques contre les aérodromes, disent également que rien ne s'est passé. Pourquoi paniquer? Tout va bien. Il n'y a eu aucune explosion, aucun incendie, et toutes les attaques ennemies ont été repoussées. En général, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ici. Passons maintenant à la composante politique de cette attaque. En fait, comme on l'a appris aujourd'hui, la Maison-Blanche n'a pas été informée des plans de l'Ukraine de lancer une attaque massive contre l'aviation stratégique russe. On rapporte que Donald Trump n'a été prévenu de cela par personne. Comme il est indiqué dans la publication, des sources au sein de l'administration ont déclaré dimanche que la Maison-Blanche ne savait pas que cela devait se produire. La même information, citant un responsable ukrainien anonyme, est également confirmée par l'agence, qui écrit que l'Ukraine n'a pas informé l'administration Trump de l'attaque à l'avance. Je rappelle ici qu'un épisode similaire s'est produit chez nous en 2024, lorsque l'Ukraine a commencé l'invasion de la région de Koursk. Et plus tard, il est devenu connu que l'administration Biden de l'époque n'avait pas non plus été prévenue à ce sujet. Et c'est compréhensible pourquoi. Surtout maintenant, quand Donald Trump aime tellement le dictateur Poutine. Steve Witkoff est également prêt à partager toutes les informations. C'est pourquoi ces opérations sont préférables. De plus, aucune arme occidentale n'a été utilisée dans cette opération. Donc ici, nous n'avons même pas besoin d'en parler avec nos partenaires. Bien que je suppose que les Européens pouvaient être au courant de la préparation de cette opération spéciale. Parce que, je le rappelle, il y a quelques jours, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a clairement déclaré qu'il y aurait des représailles. Dans un futur proche, il y aura des représailles pour les attaques russes contre des infrastructures civiles et des villes paisibles en Ukraine. Je soulignerai également que cette attaque a aussi des répercussions économiques pour la Russie. En particulier, les actions des entreprises russes ont fortement chuté lors des échanges dominicaux à la bourse de Moscou, sur fond de nouvelles concernant les frappes massives de l'Ukraine contre les bases de l'aviation stratégique de la Fédération de Russie. D'ailleurs, selon les dernières informations, plusieurs centaines d'appareils sans pilote ont été lancés. Il y en avait vraiment un nombre énorme. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Les actions de Sberbank ont chuté de 2,5%, celles de Gazprom de 3,1%, VTB de 2,3% et Rosneft de 2%. Les cotations de Novatek ont perdu plus de 3%. Severstal a baissé de près de 3%, et Norilsk Nickel aussi d'environ 3%. Selon les informations, les frappes des forces armées ukrainiennes ont touché 4 bases aériennes dans les régions de Mourmansk, Ryazan, Irkoutsk, Ivanovo et de Moscou. La 5e a eu lieu à la veille des négociations russo-ukrainiennes, prévues lundi à Istanbul. Les investisseurs sont maintenant nerveux,
que la prochaine rencontre soit annulée ou ne mène à rien, particulièrement après une telle attaque. Les frappes ukrainiennes ont également accru l'incertitude concernant la réunion du 6 juin de la Banque centrale de Russie sur les taux d'intérêt. La probabilité d'un assouplissement de la politique monétaire, sur lequel le marché compte, diminue fortement. Et par conséquent, maintenant, l'économie russe va commencer à trembler. C'est un coup extrêmement puissant, car il s'agit de l'aviation stratégique, capable de transporter des armes nucléaires. Et la plupart des avions de l'aviation stratégique qui ont été attaqués maintenant sont des avions que, malheureusement, l'Ukraine a remis à la Russie en 1996 dans le cadre du mémorandum de Budapest. Et, heureusement pour nous, les Russes ne produisent pas ces avions. En conséquence, même à long terme, il sera très difficile de reconstituer la flotte aérienne. C'est pourquoi je n'exclus pas que le service de sécurité de l'Ukraine puisse préparer de telles attaques à l'avenir, simplement pour achever cette aviation stratégique. Je pense qu'il y aura des sanctions au Kremlin suite à ces événements, parce que c'est une énorme erreur de la part du renseignement, des services spéciaux et de toute cette machine militaire, qui s'est révélée n'être qu'une maison en carton. Parce que, je le répète encore une fois, imaginez-vous faire entrer sur le territoire russe, sur 4000 km, des drones first-person view organiser toute cette opération. Tout charger, toute la logistique, tout mettre en place à distance, lancer ces drones, c'est vraiment, sans exagérer, une opération spéciale d'une ampleur incroyable. La réaliser était très difficile, mais comme vous le voyez, tout est possible dans la vie. Je mets donc ici des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.